Si ça t'arrive de parler de stand-up avec des potes à toi initiés à la scène humoristique américaine, le nom de Richard Pryor a forcément dû surgir quelquefois dans vos discussions. Pas du tout. Déjà, et d'une, je te dis pas du tout. Et si ce n'est pas le cas, ça aurait dû l'être. Dans cette chronique, sur base d'extraits comme d'habitude, je vais tenter de t'en apprendre un petit peu plus sur celui qu'on appelle encore aujourd'hui le King of Comedy, et dans un second temps, à travers l'esquisse de son 15e spectacle, je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, cette prestation devrait tout simplement être l'œuvre de référence pour tous les amateurs de stand-up. Alors d'habitude, j'aime pas trop m'étendre sur la biographie du gars, ce qu'ils font en dehors de la scène et dans la vie, ne regardant qu'eux, mais dans ce cas-ci, c'est important de prendre en compte cela afin que tu puisses remettre en contexte et vraiment mesurer toute la puissance de cette prestation. Alors du fait de sa densité, cette chronique sera exceptionnellement divisée en 2 vidéos. La première, dans laquelle je poserai les bases afin que tu puisses recontextualiser, c'est celle-ci, ne bouge pas, ne touche à rien. Et la suivante, qui fera plutôt un focus sur le spectacle, elle devrait être publiée dans quelques jours. Accroche-toi jusqu'au bout car tu risques d'apprendre des trucs. C'est Driss et aujourd'hui je vais te parler du roi du stand-up, le seul, l'unique Richard Pryor. Si tu mates régulièrement mes vidéos, je pense que vous êtes 2, le nom de Richard Pryor doit résonner dans ta tête car j'y fais souvent référence. Je t'en avais parlé par exemple lorsque j'énumérais un petit peu les influences d'Eddie Murphy dans ma toute première chronique, mais aussi lorsque je t'ai parlé du Holy Trinity of Comedy en prémisse de l'esquisse du spectacle Back in Town de George Carlin, et il était donc grand temps qu'on fasse un arrêt sur le pionnier du genre. Alors Richard Pryor, il est né en 1940 à Peoria dans l'état de l'Illinois. Il est le fils d'une prostituée et d'un boxeur reconverti en Mac. Il sera abandonné par sa mère à l'âge de 10 ans et sera élevé au bâton par sa grand-mère, qui n'était autre que la tenancière du bordel dans lequel travaillaient sa mère et ses tantes. Il paraît même qu'elle avait plusieurs établissements. Salut à toi, jeune entrepreneur. On est encore en pleine période de ségrégation de jure, donc ça veut dire que c'est soutenu par la loi, et tu dois imaginer le mec aller en journée à l'école catholique, réciter des Jésus-Marie, et puis le soir prendre le train pour rentrer dans son quartier où toute la communauté noire était enquillée, et une fois chez lui, croiser des clients, pour la majorité blancs, dont le maire du coin, qui venait régulièrement se vider l'esprit, si je puis dire. Alors à ça, tu ajoutes le fait qu'il ait été abusé sexuellement à l'âge de 7 ans, qu'il se soit fait exclure de l'enseignement à 14 ans, et qu'à 16 ans, il soit devenu père en mettant en cloque la femme que son propre père fréquentait. Là alors, non, respect, hein. Ah, y a le beau geste. Alors, même s'il avait à manger à table tous les soirs, on peut quand même dire jeunesse difficile, enfin, tout le package premium pour devenir astronaute. Et donc, pour survivre physiquement, mais surtout aussi mentalement, il a développé une capacité d'autodérision phénoménale et s'est réfugié très jeune dans l'humour. Et donc, c'est pas étonnant qu'à peine 20 ans, on est en 1960, il tournait déjà dans tous les bars branchés afro-américains, mais il a pas fait ça longtemps parce que ça lui suffisait pas. Lui voulait être hyper populaire, il voulait tout en haut de l'échelle, et évidemment, pour pouvoir avoir accès à la télévision, à la radio et au cinéma, c'était à travers la séduction de la communauté blanche que ça se passait. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a développé une routine assez similaire à celle de Bill Cosby, qui était le premier humoriste noir à avoir vraiment du succès auprès de la classe dominante. Let's say hello to Bill Cosby. I'd just like to take time out here and talk about athletes and television commercials. I watch a lot of advertising on television commercials. Really funny. Aftershave. It's wonderful. It's cool. And it's smooth. That's a lie. Miss Jones, what do you think about wash day detergent? I like it. I love it. I use it all the time. I brush my teeth with it. I wash my hair with it. Send a check. C'était un style très léché, au langage châtié, simple mais intelligent, une sorte de mélange, si tu veux, de comique d'observation et de parodie. Il y avait énormément d'imitations, que ce soit des businessmen, des touristes, des médecins, des sportifs. C'était très très clean, sans vague. On ne parlait jamais vraiment de sujets touchy, que ce soit le sexe, la violence, la discrimination. Il faut imaginer qu'on est vraiment dans une Amérique idéalisée, où les gens pensent que tout le monde peut réussir, que tout le monde est intégré, et donc évidemment, les gens ne veulent pas voir ni parler des choses qui ne fonctionnent pas et qui n'allaient pas. Si tu veux, l'idée était justement de ne pas monter en épingle les différences entre les communautés, mais de montrer à quel point elles se ressemblaient, à quel point elles pensaient de la même façon et qu'elles avaient les mêmes réflexes, et c'est donc perçu comme un satellite de Bill Cosby que Richard Pryor a pu gravir les échelons hyper rapidement jusqu'à se voir proposer un show récurrent à Las Vegas, ce qui était vraiment la consécration pour la plupart des artistes. Mais rapidement, alors que sa popularité grandissait, bien évidemment, il a pété un câble. Et pourquoi est-ce qu'il a pété un câble? Parce qu'il se reconnaissait tout simplement plus dans ce public qui était devenu à grande majorité blanche et qui ne correspondait pas du tout aux gens qu'il avait fréquentés durant toute sa vie. De plus, le langage qu'il utilisait sur scène ainsi que les blagues, tout était monté de toutes pièces. Ça ne reflétait ni son passé, ni sa vie, et tout simplement, ce n'était pas du tout sa réalité. Wait,
I got some more to tell you. New York City, I found out you can't get a cab in New York City, right? Especially when it rains. All the cabs are owned by one company, off duty. Right? Huh? If you're lucky enough to get a cab, you get in and say, driver, I want to go to 78th Street. Driver says, I'm not going that way. I want to go to 78th Street. You're going to give me a tip, I'm going to tip your cab over. You don't take me to 78th Street. And I hate to take the subway because the first thing you see when you walk down the subway, some guy down there, give me a nickel. Nothing works in the subway, right? Candy machine doesn't work, Coke machine doesn't work. Not the subway's fault, but it don't work. You ever drop a dime in a Coke machine, your Coke come pouring out, no cup? Tu vois, hein, si tu compares ce qu'il raconte à la brève bio que je t'ai faite de sa jeunesse, ça n'a juste rien à voir. Et aussi, il faut bien se rendre compte dans quelle époque il est. Tu vois, même si la ségrégation de jure prend fin officiellement en 1965, t'imagines bien que tout s'arrête pas du jour au lendemain et que toute la précarité et l'animosité que ce genre de choses ont créé, eh bien évidemment, ça a laissé des traces dans l'esprit des gens de part et d'autre, mais aussi dans les institutions. Alors pour que tu puisses bien te rendre compte, je vais te poser un petit extrait de quelques minutes. C'est un reportage de la RTS qui a été fait en 1962, on est à Atlanta en Géorgie et le journaliste va interviewer une femme qui, à mon avis, de par sa maîtrise du français, doit faire partie de l'aristocratie locale, hein, donc on n'est plus sur, on n'est pas sur de la prolétaire, hein, on est plus sur de la personne d'influence et tu vas voir, en quelques secondes, elle va réussir à te faire saigner des deux oreilles. Ce que les gens du Sud veulent, ce que vous voulez, c'est un statu quo. Vous voulez que cela reste comme cela est, qu'il y ait ces différences entre les Blancs et les Noirs et que les États du Sud puissent décider eux-mêmes. Eux-mêmes. Et ils ont décidé d'éduquer les nègres, de leur faire tout le possible pour eux, pour les élever. Mais séparés. Mais jusqu'au point qu'ils sont assez civilisés pour se tenir toujours le corps propre. Propre, oui. Propre, oui. Et à ce moment-là... et qu'ils n'ont pas une odeur désagréable. Ce que les Noirs du Sud demandent justement, c'est de ne pas être assis à l'arrière des bus, c'est de pouvoir entrer dans les cafés, dans les restaurants. Est-ce que vous pensez que cela est juste? Peut-être que c'est juste, mais ce n'est pas convenable parce qu'il y a des personnes qui comment dit-on, resent, qui ne veulent pas être ordonnées. Est-ce que vous pensez que les gens du Sud penseront un jour qu'un Noir égale un Blanc et qu'ils peuvent être égaux? Non, parce que je peux dire ce qu'a dit Dr. Schweitzer quand on lui a demandé quelle est votre opinion des nègres en Afrique. Vous savez, Dr. Schweitzer, il a donné sa vie pour les nègres d'Afrique, n'est-ce pas? Et on lui a demandé, Dr. Schweitzer, que pensez-vous des nègres? Il a dit, qu'est-ce que je pense des nègres? Je pense que le nègre est mon frère, mais il est mon frère 2000 years between us. Comment dit-on? Il y a deux siècles entre nous. Pas 2000 ans entre nous. Mais vous pensez donc qu'un jour, peut-être, les gens du Sud pourront dire, oui, les Noirs sont aussi des hommes libres. Vous pensez qu'au bout d'une certaine évolution, ils pourraient être égaux? Mais cela prendra peut-être 2000 ans. Parce que n'oubliez pas que quand les esclaves sont venus ici, ils étaient les sauvages. Et parmi eux, il y avait... souvent les cannibales, n'est-ce pas? C'était nécessaire de leur enseigner comment se tenir propre, comment faire le travail dans les champs, comment faire le ménage. Et c'est remarquable pour moi de voir quel progrès ces sauvages ont fait en moins de 200 ans. Tu saisis? Alors même si évidemment en fonction des États il y avait des différences de traitement, on est d'accord, mais bon il serait quand même naïf de croire que la pensée populaire ait été radicalement différente dans les États du Nord. Alors évoluant là-dedans en tant qu'artiste afro-américain avec une notoriété naissante, tu peux comprendre qu'il avait vraiment plus envie de se mentir à lui-même et à ses pairs, il avait envie de raconter sa vie. Et sa vie c'était pas des businessmen, c'était pas des touristes, c'était pas des sportifs, non, sa vie c'était l'alcool, la prostitution, les drogues, les violences policières, cette discrimination et cette
cette pression que la communauté noire subissait quotidiennement. Il voulait montrer au monde la perspective d'un noir américain sur sa propre vie, sortir de ce rôle de guignol qu'on lui donnait. Il voulait parler dans le langage de la rue, celui qu'il connaissait, l'argot du pauvre, le langage de la classe ouvrière noire. Il était fier de son passé, il voulait partager toutes ces choses qui ont fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui et ne plus être assimilé à une histoire qui n'était pas la sienne. Je vais te passer un extrait vidéo d'une de ses premières représentations filmées lorsqu'il a adopté ce nouveau style. Tu vas sentir le malaise et la tension qu'il y a. On est en 1971, 71 pour les Frenchies. On est 6 ans après l'abolition de la ségrégation de jure, à peine 3 ans après l'assassinat de Martin Luther King. Et là, Richard Pryor va monter sur scène dans un cabaret new-yorkais devant un public majoritairement blanc, et il y va. And I remember tricks used to come through our neighborhood. That's where I first met white people. They come down through our neighborhood to help the economy. Nice white dudes, though, because I could have been a bigot. You know what I mean? I could have been prejudiced. I could have been prejudiced. I could have been, man, but I meant nice white men just coming. Hello, little boys. Your mother home? I'd like a blowjob. I wonder what would happen if niggas go through white neighborhoods doing that. Hey, man, is your mama home? Tell the bitch we want to fuck. I'll see. She says she'll have to come back after lunch. No, but I like white women. That's my only... I have a white woman disease. I could be a revolutionary, but I like white women with big titties. You know, because they have titties, they have skin when you rip their clothes off. Bitch! You know, and their titties pop out. And they come so loud. That's great. Now, hey, colored man, what have I done? And you can do your black shit. Listen to the Congo. Chaque fois que je vois ces extraits, moi ça me donne des frissons. Pour l'époque, c'est juste hallucinant et tu sens à quel point c'est tendu. Parce que le truc, ça prend pas spécialement. En plus, c'est le premier à sortir du bois. Et je veux dire, il a pas vu ça à gauche à droite en disant tiens, je vais refaire. Non, c'est le tout premier et c'est chaud. Tu sens que les rires sont loin d'être omniprésents et malgré ça, il va vraiment continuer dans cette voie-là, persuadé que c'est ça qu'il doit faire et qu'il n'y a plus de compromis possible. Alors, il va avoir un regain de notoriété auprès de la classe ouvrière afro-américaine qui peut enfin se reconnaître dans un artiste, mais ça va se limiter à ça dans un premier temps, et après quelques années, contredisant tous les pronostics de la classe dominante blanche qui disait que lui c'était un artiste qui était mort, eh bien son public va se diversifier, il va commencer à attirer des étudiants, la jeune classe blanche dite branchée, qui trouve en lui, si tu veux, le renouveau du mindset américain parallèlement à la libération du peuple noir et la libération de la parole, un artiste vraiment authentique qui pour la première fois sur scène va transformer ses faiblesses en force comique, ce qui allait complètement révolutionner le monde de la comédie. Ils ne s'y sont pas trompés, fin des années 70, Richard Pryor est devenu l'humoriste crossover le plus populaire de sa génération. Crossover, ça signifie qu'il parlait à différents types de populations, hein, tu l'as bien compris, et c'est au sommet de sa notoriété avec son spectacle Wanted qu'il marquera à jamais les esprits et qu'émergeront dans son sillage d'autres artistes comme Eddie Murphy, Dave Chappelle, Chris Rock, Kevin Hart ou encore plus proche de chez nous, Thomas Njijol. Bon, voilà, maintenant que t'as les bases, je te laisse digérer, on se retrouve la semaine prochaine où je ferai un focus justement sur ce fameux spectacle qui reste pour moi la référence dans les spectacles de stand-up. D'ici là, te prends pas trop la tête. Ah ouais, encore une chose, oublie pas de mettre un pouce bleu si t'as bien aimé, abonne-toi, partage à un pote, hein, histoire un petit peu de parfaire sa culture humoristique. Et d'ici là, ne te prends pas trop la tête et n'oublie pas de te marrer. Tchuss!